C'est lourd, mais je dois continuer maintenant. Chers compatriotes, je dois continuer avec la ressemblance entre ce que fait le terroriste Benjamin Netanyahou en Palestine, ce qui s'est passé en Iran, entre l'Iran et la Palestine, et la ressemblance avec l'État algérien. Pardon. Avec ce qu'a fait la France durant la colonisation de l'Algérie, de notre pays. Donc, cher professeur Samion, je vais aller avec un peu plus de détails, suite à notre échange bien sûr. Pour confirmer ce processus génocidaire enclenché par l'État israélien. Bon, si Benjamin Netanyahou il incarne cette extermination de la nation palestinienne continuera, quel que soit le futur dirigeant israélien. Probablement il y aura la forme qui changera, la forme. Mais ce génocide, ce dépeuplement de la Palestine continuera. Avant la situation, je vais un petit peu contextualiser un petit peu. Donc, nous sommes le 10 juillet 2025, le 5 juillet 2025, ça fait 5 jours de cela. 5 juillet passé, c'était, au lieu d'être la célébration de l'indépendance de l'Algérie, c'était l'enterrement de l'indépendance de l'Algérie qui a été fait par ceux qui l'ont fait. Mais en parallèle à ça, il y a des événements qui continuent. C'est juste un appart, hein, là. Dans une réunion à Rome, le général ministre des Affaires étrangères du Mali a déclaré que l'Algérie alimente le terrorisme. Au général Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, je vous le dis, ma position, du moins, ce que je pense des militaires est connu de tous, du moins, de toutes les personnes qui me suivent, ok? Général, comme tous les militaires qui se respectent, vous êtes complètement à côté de vos pompes. Ça, c'est première chose. Deuxième chose. J'ignore si c'est de l'idiotie de votre part ou bien si vous le faites réellement exprès. C'est-à-dire que vous avez été mandaté pour le faire et vous le faites. Donc, j'ignore si c'est de votre part ou bien c'est un mandat que vous exécutez. Êtes-vous conscient que par votre déclaration, vous servez Emmanuel Macron? Êtes-vous conscient que par ce genre de déclaration, elle l'emporte-pièce, vous servez les objectifs d'Emmanuel Macron? Les objectifs d'Emmanuel Macron dans votre pays et dans l'Algérie et dans tous les pays avoisinants. Deux mots explicatifs. Emmanuel Macron gardera l'Algérie quoi qu'il lui en coûtera. Ça, c'est la première. Deux, en gardant l'Algérie, Emmanuel Macron vous écrasera le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et tous les pays qui utilisent le franc CFA. Vous continuez à dire des conneries du genre que c'est l'Algérie qui alimente le terrorisme. Ce sont vos idioties mises en commun. Vous avez fait un pool d'idioties. Vous faites. Sauf que, du côté algérien, du côté État algérien, c'est un silence total. Des officiels, je suis obligé de dire des officiels algériens. Pourquoi?
Parce que ceux qui peuvent vous remettre à votre place ont peur de la répression sauvage. Ils ont peur de se retrouver en prison. Des syndicalistes sont en prison actuellement en Algérie. Même chose dans votre pays. Pour cacher le chemin désastreux que vous avez emprunté maintenant, vous envoyez en prison des militants politiques du Mali, vous organisez des enlèvements, des détentions dans des casernes, dans des endroits tenus secrets, etc. Et vous dites que, et vous continuez à bassiner les Maliens, à dire de la connerie aux Maliens, que le terrorisme islamiste et ceci et cela, alimenté par l'Algérie, etc., etc., alors que la France a des intérêts à l'alimenter. Êtes-vous conscient de la dangerosité de vos mots? La sagesse, Abdoulaye Diop et Assimi Goïta, vous commandent de rencontrer ceux qui décident à Alger. En attendant, soit vous allez à Alger, soit vous les convoquez, vous les invitez au Mali ou vous les convoquez au Mali pour des réunions. Vous n'êtes pas le seul, hein? Vous n'êtes pas le seul à dire ce genre de conneries là. Il y a le Maroc, l'État marocain, pas les frères et sœurs du Maroc, qui continue à se mélanger les pinceaux dans le cadre du Sahara occidental. Ce n'est pas la première fois que j'aborde ce sujet, ce n'est pas la deuxième fois. J'ai écrit à l'envoyé spécial, au chargé de mission du SG de l'ONU, etc. Ce n'est pas la première fois que j'aborde ça. À Tindouf, en Algérie, il y a un peuple sahraoui. Ce peuple sahraoui doit choisir où s'établir. S'établir au Maroc, s'établir au Sahara occidental, demeurer des Algériens, partir en France, puisque l'État marocain, j'évite de dire le roi du Maroc, parce que j'ignore comment fonctionne l'État marocain, j'ignore comment il fonctionne là. En tout cas, en tant que responsable numéro 1 du pays de mes frères amazirs marocains et marocains, le roi Mohamed VI fait fausse route. Parce que l'appui de la France, des États-Unis d'Amérique, l'appui du diable et du Saint-Esprit sur votre soi-disant propriété de la terre sahraoui est éphémère. Parce que le droit de propriété de la terre sahraoui appartient aux Sahraouis. C'est à eux de décider s'ils veulent demeurer les propriétaires de leur terre ou bien fusionner avec un autre pays. Qu'il s'agisse du Maroc, qu'il s'agisse des îles Bermudes, ou bien de se constituer en fédération avec les îles Fidji, ils sont libres. C'est le peuple marocain. C'est le peuple sahraoui qui décidera. L'appui de n'importe quelle puissance, de n'importe quel pays, n'est qu'éphémère. Non. Alors, donc, récemment, il y a deux semaines, même pas, Israël a bombardé l'Iran, l'Iran a rendu l'appareil à Israël. Comme vous le remarquez tous, les conflits qui engagent Israël, quand il est en position
de faiblesse contre l'État israélien, c'est-à-dire contre l'armée israélienne. On parle exactement de Israeli Defense Forces, de forces de défense israéliennes. Il ne s'agit pas d'une armée à proprement parler. On parle de forces de défense israéliennes. On engage plutôt l'aviation. Ils ne peuvent pas engager la marine, ils n'ont pas de marine. Ils engagent toutes les bases de missiles, air-air, air-sol, etc. Hein? Sol-air. Toutes les guerres, tous les conflits plutôt, dans lesquels Israël est mêlé, sont de très courte durée. 67, la guerre des 6 jours, Kippour, en 73, la récente guerre, conflit entre Israël et l'Iran, 12 jours, c'est très court. La raison est simple. La raison principale est simple. Les forces israéliennes sont performantes, sont armées, bien armées par les États-Unis d'Amérique, mais elles sont peu nombreuses. Peu nombreuses. Les effectifs des forces armées israéliennes sont réduits par rapport aux autres pays, par rapport à l'Iran, par rapport à l'Irak par exemple, par rapport à la Syrie. Donc c'est une question de démographie. Ça c'est la première. Deuxième raison, qui va avec la démographie, la vie d'un Israélien vaut très cher, vaut plus cher que celle d'un Arabe, ou que celle d'un Iranien, ou d'un Irakien, ou d'un Syrien. Dès la fin du conflit syrien, les Israéliens ont annexé une partie supplémentaire du Golan, del Joulan. L'actuel dirigeant israélien avait comme nom El Joulani, comme surnom de guerre El Joulani, de l'État syrien, mais comme nom El Joulani. Okay. Benjamin Netanyahu va exterminer les musulmans de Palestine. Okay. Il va les déporter et il va dépeupler la terre. On verra les raisons après, les objectifs après. D'accord? Quel est le point commun, quels sont les points communs entre ce qu'en font les forces israéliennes actuellement en Palestine et les forces de l'armée française en Algérie? Politique de la terre brûlée, politique de l'expropriation, politique des enfumades, sauf que bon, les Français à l'époque ils faisaient des enfumades, et là maintenant les Israéliens c'est carrément des bombardements. Donc en termes de comparaison, elle est possible entre ce qu'a fait l'armée française en Algérie et ce que fait l'armée israélienne en Palestine. Ok? Ça, elle est seule. Maintenant, l'objectif, c'est une colonisation, du moins, ce que fait Israël est dans un objectif de peuplement. Ce qu'a fait la France est dans un objectif de peuplement. Ce qu'elle a fait la France en Algérie était dans un objectif de peuplement. Donc, en arabe, Al-Istitan, quelque chose comme ça, la création d'un nouveau Watan, un nouveau pays, une nouvelle patrie. Ok? Maintenant, je vais voir avec, avant de passer à un argumentaire supplémentaire, je vais voir, récemment, un rapport intitulé De l'économie de guerre à l'économie de génocide a été fait par le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a été rendu public. Pour ceux qui lisent en anglais, je leur recommande de le lire en anglais. Sinon, il y a des traductions en français. Pourquoi je recommande l'anglais? Parce que c'est la langue originale du texte
Et les traductions, si elles sont faites par des softwares comme ça, vous risquez de perdre du sens en cours. Deux, pour ceux qui n'ont... C'est un très long rapport que j'ai parcouru en diagonale. Si vous voulez gagner du temps, lisez les sources d'information et les notes de pas de page. Évitez le détail, du moins l'explication, combien même elles sont très très importantes pour comprendre la logique là, de construction. Lisez les notes de pas de page, les sources d'information. Dans les notes de pas de page, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Caisse des dépôts et des placements du Québec qui a investi en Palestine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une autre banque, institution financière qui est norvégienne, qui a investi en Palestine, dans des constructeurs automobiles, dans des industries diverses. Le Québec, pas l'Ontario, pas la Colombie-Britannique, pas le Nunavut, pas l'île du Prince-Édouard, pas la Nouvelle-Écosse, pas la Nouveau-Brunswick, pas le Manitoba, pas la Saskatchewan. Le Québec a investi là-bas. Comme quoi, l'argent n'a pas de nationalité. Il ira là où il pourra ramener d'autres suppléments de bénéfices. Hein. Palestine, il y va. Ils sont fous. J'ai travaillé sur des... ça fait très longtemps ça, hein, sur des plans de relèvement précoce de Jéricho, Riha et Naples, Cisjordanie. Il y a très longtemps à l'université, bon ben, j'ai pas le travail. Un a été dirigé par l'ONU, l'autre a été dirigé par, est un travail fait par l'organisation dirigée par le Nobel en économie Amartya Sen, à Oxford. L'organisation dirigée par Amartya Sen, l'indo-anglais. Ah, donc j'ai travaillé, ça fait longtemps sur les plans de développement précoce dans le cadre SWIGER, Cluster Working Group. SWIGER, c'est C-W-E-G-E-R, Cluster Working Group for Early Recovery in Palestine. C'était ça le titre en anglais. Bon. Donc, la réputation d'un pays doit être regardée à la loupe, là. Hein. Le Québec actuellement est devenu la risée des États canadiens. Actuellement, c'est la risée. Il est dans des commissions publiques dans lesquelles on évite le mot corruption, etc. Il évite, mais après il apparaîtra, etc. Et il est dans des histoires d'identité, de linguistique, etc. Alors que dans les autres provinces, rien. Même si au niveau de l'Alberta, à cause justement du Québec, le sentiment nationaliste a commencé à apparaître en Alberta. Bon, tout ça, bien sûr, il faut faire le lien avec De Gaulle quand il est venu au Québec, la Nouvelle-France. Il faut faire le lien avec Sarkozy quand il est venu signer des accords avec le Québec pour les étudiants. Il faut venir faire le lien avec ce qu'a fait Macron, avec l'actuel Premier ministre du Québec. Hein. Bon, bref. Donc, pour la Norvège, j'ai été en Norvège. Du moins, toutes les qualités sont en Norvège. Hein. Qualité de vie, solidarité, etc. Sauf que tout, chez eux, vient de l'eau. Hydroélectricité, ils ont abandonné le pétrole. Hein. Ils continuent à exporter un petit peu. Hein. Pas membre de l'euro. Ils ont la couronne de Krone, de Norwegian Krone, etc. J'ai échangé avec des ministres en Norvège sur des cas d'assassinat politique en Algérie et de détenus politiques en Algérie. J'ai échangé avec le Premier ministre de Norvège,
avec, à 2 ou 3 reprises avec le ministre des Affaires étrangères, etc. Bon, on va croire. J'ai eu un accrochage avec les responsables de la télévision norvégienne, NRK. NRK. Tout ça, tout ça, tout ça. Hein. Donc maintenant, quand ça ne tape pas, ça ne tape pas. Il s'agit d'Algériens. L'Algérie, pour eux, est un pays qui ne vaut rien. Il faut qu'il y ait un enjeu international très important pour qu'ils réagissent. Bref. Donc, voici quelques mots. Maintenant, je viens de la démographie. Professeur Samion, voici ces chiffres. Tous ces chiffres viennent des projections officielles de la division population des Nations Unies. Hein. Les chiffres que j'ai laissés en anglais, sont des statistiques de la division population de l'Organisation des Nations Unies. Hein. Les voici de 1950 jusqu'à 2023. Donc, généralement, on compte la population au 1er janvier d'une année. On la compte au 1er juillet, c'est de mid-year. C'est la statistique qui est la plus utilisée en démographie. Pour Israël, pour la Palestine, voici les chiffres. Pour les croissances Israël, croissance par glissement annuel, hein, par glissement annuel 4, ça commence à monter ici, voici. Pour la Palestine, c'est en jaune. Pour les rapports de population Israël, Israël sur la Palestine, donc ici la population israélienne c'est 1,3 fois la population palestinienne. Ici, pour 1969, elle est passée à 2,42, etc. Mais l'information la plus importante, dommage, on ne peut pas la voir, peut-être, je vais essayer de... Peut-être que c'est mieux comme ça. J'ai pris uniquement la variable d'espérance de vie à partir de 15 ans. Et à partir de l'espérance de vie à la naissance et à partir de 15 ans. Mais moi, je me suis basé dans certains commentaires, c'est plus l'espérance de vie à partir de 15 ans. 15 ans qui m'intéressait. Donc, pour Israël, ça c'est des données de l'ONU. Hein. 69 ans, Israël, en 1950, l'espérance de vie à la naissance pour un Israélien est de 69,9 années. Pour un Palestinien, elle est de 45,7. OK? Ça, c'est en 1950. En 1969, elle était de 71 années pour les Israéliens et de 54 ans pour les Palestiniens. Là, on risque de voir cet écart de 69 jusqu'à 71 pour les Israéliens, c'est 2 années de gain. Pour les Palestiniens, c'est 45 années à 54, c'est 9 ans de gain. Là, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on va voir un petit peu. Pour les Israël, l'espérance de vie à 15 ans était de 58,9 années en 1950 et de 44 années,9 pour les Palestiniens en 1950. Un écart de presque 10 ans. Maintenant, l'écart, je l'ai calculé ici, je mettrai le document. Ce qui est intéressant, c'est à partir de là. En rouge, la Palestine.
Ça, c'est la Palestine. En bleu, c'est Israël. Ça, la partie la plus sensible, c'est celle-ci là. Là, on voit que apparemment, c'est la population d'Israël a été supérieure à celle de la Palestine de 1950 jusqu'à 1971. De 1971, la tendance s'est inversée. Jusqu'à 1989, la population palestinienne était supérieure à la population israélienne, et depuis 1990 jusqu'à 2023, la population palestinienne est devenue supérieure à la population israélienne. Ça, les voici, le graphique. Ça, ce sont les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, hein, projection des Nations Unies. Tenons, je vais vous montrer l'Algérie. Voici, ce sont les chiffres de l'Algérie de 1950 jusqu'à 2023. Donc, j'ai gardé les mêmes années, les mêmes variables d'analyse, pour pouvoir faire des comparaisons et essayer d'identifier quelques événements. Mais voici la ressemblance. Donc, Palestine, c'est en bleu. Israël, c'est en rouge. L'Algérie, c'est en gris. L'Algérie, c'est en gris. Hein. De 1950 jusqu'à 1962, au moins ça, date de l'indépendance, l'espérance de vie à partir de 15 ans de l'Algérie était plus basse que celle des Palestiniens et des Israéliens. Jusqu'à 1979, c'est encore la même chose. Ça, c'est l'Algérie, là. Si, c'est la guerre, hein. 1950 jusqu'à 1962, il y a la guerre en Algérie. Hein. Ça, c'est d'après les projections de l'ONU. Maintenant, l'écran est un peu petit. L'Algérie, elle est toujours en bas. Israël, toujours en haut. Et la Palestine, toujours au milieu. L'Algérie, d'après les projections de l'ONU, a les plus basses espérances de vie à partir de 15 ans. De ce fait, est-ce qu'on peut dire que le comportement d'Israël et le comportement de la France sont comparables? Le comportement d'Israël vis-à-vis des Palestiniens et le comportement de la France vis-à-vis des Algériens sont comparables? Oui, mais sauf que s'arrêter à ce genre de graphique et d'analyse, c'est insuffisant. Hein. C'est pas un truc de démographie, d'analyse démographique. Hein. J'ai pris juste une variable, hein, l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à partir de 15 ans. Pour mes compatriotes d'Algérie, il y a des calculs matriciels que j'ai fait depuis longtemps sur l'Algérie. Là, hein. Regardez ici, la guerre de 67, Palestine, en 1967, elle est là. Le creux était là. Là, sûrement. Hein. Je ne parle pas de la Nakba. Il n'y a pas de chiffre. La Nakba de 1948 qui a duré une dizaine d'années. Hein. Premièrement, qui tiennent les statistiques de la population palestinienne, je l'ignore. Ici,
on ne voit pas, il y a une contradiction ici, là. À partir de 67, il y a eu le conflit de 67, 73. C'est un peu bizarre, là, que la population et que l'espérance de vie ait augmenté de ce niveau-là, hein, etc. Maintenant, je prends un truc. Je vais citer un démographe. Je vais citer un démographe israélien. Ah, il est là. Donc, j'ai été sur le website, le site internet du gouvernement israélien dans le service de statistiques. Donc, ici, je précise, hein, Palestine-Israël, ces chiffres, ces projections de l'ONU, de la division population de l'ONU, sont faites, c'est le scénario dit moyen. Il y a un scénario dit faible, low, bas, un scénario moyen, un scénario haut, high. Bon, pour l'identification des scénarios, c'est la... En anglais, on dit fertility. En français, il n'est pas traduisible par fertilité, il est traduisible par fécondité. La fécondité, c'est la capacité maximale de naissance pour une femme. La fécondité, c'est le nombre de naissances réelles. Nombre de naissances réelles. La fertilité, c'est la capacité de porter des enfants. La fécondité, c'est la capacité de donner naissance à des enfants. Question de naissance, c'est-à-dire de vie, hein, de donner vie. Hein, etc. Pour les services, donc la statistique officielle du gouvernement du crétin Netanyahou, la population israélienne en mai 2025 est de 10 094 000. La projection de la division population, etc., la projection de l'ONU donne 9 191 000 habitants. L'écart entre la projection de l'ONU et le recensement officiel du gouvernement israélien de sa population est de 9,82%. Ce sont des calculs que j'ai faits. L'écart est de 9,82%. Donc, si l'hypothèse moyenne, le scénario moyen de l'ONU est à rejeter à cause de cet écart de 9,82%, donc le scénario bas sera automatiquement exclu. Donc, il faut chercher dans les scénarios hauts, c'est-à-dire dans la fertilité. La fertilité dépasse les 3,3, quelque chose comme ça. Donc, fertilité. Le scénario haut suppose un taux de fécondité de 2,5 en 2024, qui va décliner à 2,32 en 2100. Voilà. Pour Alex Wainwright, je ne sais pas, Alex c'est A-L-E-X, Wainwright c'est W-E-I-N-R-E-B, donc c'est le chercheur israélien qui a publié ces analyses. En 2024, the fertility rate, le taux de fécondité a atteint 3,074. C'est-à-dire le taux de fécondité des Israéliennes a été de 3,074, alors que celui de l'ONU, l'hypothèse haute, était de 2,5. C'est-à-dire il a dépassé de combien? De 0,5
0,574 le taux de l'ONU. C'est pour cette raison qu'il y a eu une accélération. Ça, c'est les Juifs israéliens. C'est les Arabes israéliens. Le taux de fécondité est de 2,63. Arabes israéliens, fécondité 2,63. Israéliens, Juifs israéliens, la différence d'un côté c'est linguistique, d'un côté c'est religieux, est de 3,07.4. Donc les projections de l'ONU ne montrent pas réellement les efforts idéologiques. Pourquoi? Pourquoi le projet d'extermination des Palestiniens et l'incident devient apparent? Pourquoi le dépeuplement de la Palestine est l'objectif d'Israël et de ses alliés? L'autorité religieuse chez les chrétiens, elle est détenue par le pape, le Vatican. Plus petit État au monde, l'un des plus puissants. Pourquoi il est plus puissant? Du moins, la preuve de sa puissance, c'est le nombre de chefs d'État chrétiens, protestants, orthodoxes, catholiques, peu importe, chrétiens, qui ont assisté à la nomination du nouveau pape. Combien? Ça, c'est pour montrer une force du Vatican. Chez les musulmans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Mecca, Al-Mukarrama, Madina, Al-Munawwara. Ça, ce sont des lieux sous monopole saoudien. Rappelez-vous du fameux accident, émeute à la Mecque, causé par des pèlerins iraniens qui voulaient poser le caractère internationaliste des lieux saints de l'islam, c'est-à-dire de Mecca et de Médina. Donc, pour les Israéliens, en particulier les sionistes, sans revenir à l'idéologie de création de l'État d'Israël en 1870, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Herzl. Donc, l'objectif des extrémistes, des ultra-orthodoxes israéliens, là, c'est de faire d'El Quds le lieu de l'autorité, un lieu d'autorité juive, pour contrebalancer quoi? Le Vatican. Ça, c'est dans le cadre du mouvement des religions. Donc, les Israéliens, ou bien le lobby juif, ou bien les sionistes, doivent contrôler l'autorité religieuse juive. Ils ne peuvent pas installer une autorité religieuse juive à Washington, à Paris, à Oslo, à Londres, ça c'est inimaginable. Inimaginable. À Hambourg, à Berlin, c'est inimaginable. Quel est ce pays d'Europe qui acceptera l'installation d'une autorité religieuse juive dans son pays? Donc, Israël doit prendre le Quds. C'est pour cette raison que si actuellement le terroriste Netanyahou, il va sans aucune retenue, c'est-à-dire il fonce, hein, c'est l'extermination, les autres peut-être vont modérer dans le bombardement, dans les massacres, dans les égorgements, dans les tueries, etc. Mais ils iront. Ils iront. L'autre, un camp. Est-ce que l'Iran se laissera faire? Est-ce que l'Iran laissera Israël prendre le Quds et en faire un lieu d'autorité religieuse? Non. Quand c'est passé, quand
les Israéliens et les Iraniens se sont mutuellement bombardés, le Qatar a payé les frais. L'Arabie Saoudite était aussi dans elle sait que la Mecque et Médine sont en jeu. Et avec les Iraniens, on ne blague pas. C'est-à-dire en termes d'armement, ils ont des arguments. Ils ont des arguments. Donc là, la première leçon, c'est que les pays du Golfe, les monarchies du Golfe, etc., sont en train de s'armer pour le plaisir de... du moins, sont en train de s'armer pour juste satisfaire les ordres des États-Unis d'Amérique et maintenir la protection des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire maintenir le bouclier. Oui, les Américains, nous allons vous protéger, etc. Vous achetez notre armement militaire, nos avions de chasse, nos bombardiers, nos sous-marins nucléaires, vous achetez n'importe quoi. Je pense que peut-être que sur chaque tête de Saoudiens, ou de Qataris ou d'Émiratis, de Koweïtis, de Qataris, il doit y avoir peut-être 500 millions de dollars d'armement hein, par tête d'habitant. Hein. Ouais, peut-être 500 millions, peut-être... Non, qu'est-ce que je dis là? 500 millions de dollars, ça c'est deux fois rien là. Peut-être qu'il doit y avoir une dizaine de milliards de dollars par tête d'habitant. Hein. Pour les Saoudiens, etc. Ils dépensent à fond. Mais ils n'ont pas de population pour les utiliser, ils n'ont pas les formations nécessaires, etc. Et ils sont occupés par la recherche d'autres opportunités économiques. Dubaï, l'Arabie Saoudite qui a décidé d'ouvrir des boîtes de nuit, de l'alcool, etc. J'ajoute à ça. Shadi Hamid est un Américain, universitaire américain. Maintenant, est-ce qu'il est d'origine iranienne ou irakienne, je l'ignore. Dans son livre Islamic Exceptionalism, How the Struggle Over Islam is Reshaping the World, c'est un livre de juin 2016. Page 249-250, il écrit « As I explored in my previous book, democracy and liberalism have generally gone hand in hand in the Western experience, to the extent that the two concepts became inseparable in the public imagination. This had led to quite a bit of analytic confusion. Liberalism is about a set of rights and liberties. Le libéralisme est un ensemble de droits et de libertés, including freedom of speech, conscience, and religion, with the ostensible aim of expanding individual autonomy and agency. The protection of such freedom depends on the rule of law, drawing from constitutional principles that enshrine non-negotiable rights. The word non-negotiable points to the inherent tensions between constitutional liberalism and democracy. Mais il ajoute, toujours, Shadi Hamid, il ajoute, ça c'est de mon point de vue, c'est clivant, hein? C'est clivant. Indeed, conservative Muslims and Islamists are routinely portrayed as backward fundamentalists alienated by modernity and all that comes with it. En effet, les musulmans conservateurs et les islamistes sont généralement décrits comme des fondamentalistes arriérés, backward, étrangers à la modernité, united by modernity and all that comes with it. Étrangers à la modernité et tout ce qui vient avec. Yet Islam may very well be the most, entre guillemets, modern. Mais l'islam peut être la religion la plus moderne of the monotheistic religions and perhaps of any major religion. À la fin, you could be fully Muslim or even fully Islamist and still be fully modern.
Ça, c'est Shadi Hamid à la page 54. Hein. Ça, c'est ce qu'ils vont. Donc, pour sortir un petit peu de l'anglais, là, du moins revenir à la langue, peut-être que vous comprenez, que nous partageons le français. Mohamed Al-Koun, dans le livre La pensée arabe de 1975, le Coran est un corpus fini en italique. Hein. Bon, donc, s'il vous plaît, je ne peux pas prononcer à chaque fois. C'est en italique dans le texte, etc. Parce que Mohamed Al-Koun utilise énormément les italiques dans ce italique, c'est-à-dire c'est une précision. Hein. Le Coran est un corpus fini et ouvert d'énoncés en langue arabe auquel nous ne pouvons avoir accès qu'à travers le texte graphiquement fixé après le 10e siècle. 10e siècle, ça c'est à la page 12, les versets interdisant l'usure, le lieu, Médine, et les circonstances politiques et économiques précises, refus des Juifs d'apporter une contribution financière sollicitée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont effacés. Il ne reste que des énoncés intemporels opposant ceux qui amassent avidement des profits qui ne serviront à rien lors du jugement dernier. Ça, c'est Mohamed Al-Koun. Hein? À ceux qui consentent des aumônes que Dieu fera fructifier. Une axiomatique d'inspiration coranique visait à mettre la parole de Dieu à la portée de l'homme cultivé, en assurant à la raison une capacité d'initiative et en favorisant l'émergence d'une personne responsable. Toujours, pour réagir contre l'arbitraire de l'opinion personnelle en matière de qualification légale, Shafi'i définit deux autres sources, l'accord unanime de la communauté, l'ijma', et l'analogie à deux termes, al-qiyas. Je pense que je dois m'arrêter à ce niveau-là pour cet aspect de Palestine, Israël, Iran, Algérie et les parallèles avec le nazisme. Israël est un élève du nazisme. Actuellement, Benjamin Netanyahu pourrait être un élève de Goebbels ou d'Hitler. Hitler et Goebbels sont des élèves, des généraux de bijoux, de salons et tout ça, la Mauricière, etc., qui ont ravagé l'Algérie. Donc, Israéliens sont des élèves des nazis. Et les nazis sont des élèves des nazis français. Hein? Okay. Donc là, je reste sur la dernière partie. C'est long, c'est un peu long. Et bah, j'espère qu'il y a d'autres. Et un autre argumentaire plus important là. Il faut puiser sur les accords internationaux, sur le CIPRI, etc., qu'il faudra présenter. Chers compatriotes, donc la paix. Professeur respecté Sami Aoun. C'est lourd, c'est lourd. Et je pense avoir argumenté sérieusement. Merci à vous tous.